Alors du coup, moi je me présente, Nicolas Ringler, donc de la société des Mauves, on est juste là-bas. Alors, donc la conférence, comment l'IA appliquée à la maintenance prévisionnelle vous accompagne pour une meilleure maîtrise de votre production. Donc on va voir un peu les intérêts de l'IA et son implication dans la maintenance prévisionnelle, mais aussi la maintenance prévisionnelle concrètement, ce que c'est, ce que ça peut vous apporter. Alors il faut savoir que moi je suis donc docteur en chiffres, en collaboration du coup avec l'Université de Lorraine. Je suis membre d'un laboratoire qui s'appelle l'EM3, qui est une unité mixte de recherche, donc associée au CNRS. Alors déjà, la maintenance prévisionnelle concrètement, il y a plusieurs types de maintenance aujourd'hui. Il y a notamment d'abord la maintenance corrective, c'est celle qui se fait après qu'une panne soit détectée. Il y a ensuite la maintenance qu'on appelle plutôt préventive. Donc là, ça va être à intervalle, ça va être de la maintenance en fait conditionnelle. Sous certaines conditions, on va appliquer la maintenance, notamment à intervalles réguliers de temps. Tous les mois, on va changer telle ou telle pièce. Et c'est dans ce cadre-là que la maintenance prévisionnelle va s'inscrire. Sa condition à elle, c'est qu'elle va se baser sur les données des machines, tout simplement, des machines industrielles ou de n'importe quel système multiphysique. Et à partir de ces données, on va les extrapoler pour déterminer du coup des tendances. On va déterminer déjà l'état actuel des machines, mais également les états futurs. Alors, au niveau du marché, pour montrer l'impact réel de la maintenance prévisionnelle, donc entre 2016 et 2021, la part du marché concrètement elle a triplé. On voit il y a une grosse augmentation de la maintenance prévisionnelle. Alors c'est dû à plusieurs choses, notamment l'essor de l'IA, tout simplement, des processeurs de plus en plus puissants, notamment les GPU, qui vont accélérer du coup tout ce qui est entraînement, inférence, etc. Ensuite, au niveau des intérêts économiques concrètement, plusieurs études de marché, pareil, sur des grosses sociétés comme Boeing ou Samsung de 2022. Au bout de 16 mois, l'investissement initial a tout simplement été multiplié par 3 au niveau du retour sur investissement. Mais au niveau de l'impact économique aussi de la maintenance prévisionnelle en elle-même, ce qu'on peut constater, c'est que contrairement aux autres types de maintenance, donc les maintenances qui sont plutôt préventives, le coût de la maintenance prévisionnelle est largement réduit au cours du temps. Ensuite, au niveau écologique, ce qui a un intérêt aujourd'hui, tout simplement, qui peut impacter, enfin qui impacte tout le monde en fait. La maintenance prévisionnelle va permettre de diagnostiquer et de changer les pièces lorsqu'il le faut, tout simplement. Ça va faire que, en fait, on va diminuer le nombre de pannes critiques, on va diminuer le nombre de pièces qui vont se détériorer. Et donc, ça va permettre, déjà, on va limiter le nombre de pièces qui vont se casser, tout simplement. Et donc, c'est dans cela que cette étude de 2022, c'est ce qu'on voit en fait, tout simplement, le bilan carbone est largement réduit, mais l'impact aussi sur toutes les autres espèces dans sa globalité. Mais c'est aussi des intérêts sociaux, la maintenance prévisionnelle. Alors pourquoi? Alors, ce qu'on peut constater, c'est que l'essor des nouvelles technologies, ça peut faire peur, notamment l'intelligence artificielle. Ça automatise les tâches qui, de base, étaient faites par des humains. Mais faut remettre ça, enfin, pas en question, mais il faut savoir relativiser. C'est que il n'y a pas il y a des suppressions d'emplois, certes, mais c'est surtout une transformation des métiers. Et donc, il faut accompagner les employés qui vont subir cette transformation. Il ne faut pas leur dire c'est fini, toutes les tâches que vous faisiez étaient automatisées. Non, ça va plutôt être des outils. Surtout là, au niveau de la maintenance prévisionnelle, c'est vraiment de la collaboration, de la supervision qu'on va faire. Ça ne va pas être le remplacement en fait des process. C'est vraiment des aides. Mais il faut vraiment avoir une grosse part d'accompagnement au niveau du personnel pour justement ne pas effrayer. Ensuite, maintenance prévisionnelle dit donc diminution des pannes critiques. Ça va augmenter tout simplement la productivité de l'entreprise. Et concrètement, quand une entreprise se porte bien, normalement les employés aussi. Donc comme on vient de le voir, il y a des intérêts économiques, sociaux et écologiques. Tout ça, c'est le développement durable, ce qui a un impact aujourd'hui. Alors concrètement, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a un retour sur investissement rapide.
comparé à tous les autres types de maintenance, la maintenance prévisionnelle a un coût à long terme beaucoup plus réduit. Ça va tout simplement réduire le temps de maintenance. Le personnel qui va s'occuper de cette maintenance, elle va pouvoir directement connaître les pannes actuelles, le pourquoi du comment, et donc agir pour la réparation. Donc diminution du bilan carbone, qui a un impact non négligeable aujourd'hui. Diminution des pannes critiques. Certaines entreprises ont une panne tous les 2-3 ans, mais cette panne, elle peut causer énormément de dommages au niveau économique. Et donc, justement, la maintenance prévisionnelle est là pour ça. À partir des données, tout simplement, on va permettre de diminuer ce nombre de pannes, voire de les supprimer complètement. Il y a une meilleure gestion des arrêts machines, notamment avec le pronostic, l'estimation de la durée de vie restante des machines. On va tout simplement savoir tel composant va être défaillant dans 1 mois, 2 mois. Et donc, à partir de là, on va pouvoir planifier sa maintenance. On va pouvoir, par exemple, le faire plutôt le soir, la nuit, en fonction de sa production. Et au niveau des employés, ça va tout simplement diminuer l'anxiété, tout ce qui est trouble, etc. Alors, les cas d'application de la maintenance prévisionnelle, à quoi est-ce que ça s'applique? Eh bien, ça s'applique à énormément de choses, un peu tout. Dès qu'on veut connaître l'état actuel, les états futurs, qu'on veut pouvoir agir et pouvoir prévenir les pannes, tout simplement. Donc, il y a les systèmes manufacturiers de production, donc directement en lien avec l'usine 4.0. Il y a tout ce qui va être interaction outil-matière, tout ce qui est les fraiseuses notamment. En aéronautique, beaucoup, avec les réacteurs. Il y a aussi tout ce qui va être énergie, système énergétique. Alors là, on va être au niveau des, par exemple, tout ce qui va être batterie électrique, du management des batteries électriques. On va pouvoir indiquer à quel moment les changer. Au niveau de la santé également, ça peut aussi s'appliquer tout simplement à un diagnostic médical. Ça joue aussi là-dessus, à partir des données, on va pouvoir estimer des maladies potentielles qui peuvent arriver, quoi. Au niveau des gestions, du coup, ça sont des épurations, pareil, et tout ce qui va être machine rotative. Alors, c'est en ça qu'il y a tout ce qui va être les plateformes PHM, donc Prognostic and Health Management. Le PHM est là pour, c'est tout le cycle en fait, de l'acquisition des données jusqu'à la stratégie de maintenance, en passant par le traitement du signal et des modèles de diagnostic, de pronostic. Donc le diagnostic, c'est connaître l'état actuel de la machine à partir des descripteurs, donc soit directement les signaux, soit les descripteurs par exemple statistiques. Ensuite, il y a également le pronostic notamment du RUL. Donc c'est comme je l'ai dit avant, ce qui va être durée de vie restante en fait. C'est dire dans 1 mois ou 2 mois, le composant va être défaillant. Et donc comment est-ce qu'on va réaliser ce diagnostic ou ce pronostic? On va utiliser notamment des outils de l'intelligence artificielle. Donc ça peut être des réseaux de neurones artificiels, donc en approche supervisée, non supervisée ou semi-supervisée. Alors pourquoi déjà l'intelligence artificielle? Donc il y a plusieurs types de maintenance. Il y a tout ce qui va être le diagnostic ou le pronostic qui va être basé sur les connaissances. On va émettre des règles. Si tel composant est dans un état, alors il y a des chances qu'il soit dans un état dégradé dans 1 mois, 2 mois. C'est quelque chose qui est plutôt simple à mettre en œuvre, mais ça nécessite tout de même beaucoup de données si on veut vraiment avoir des règles pertinentes. Et la maintenance est quand même assez peu précise. Ensuite, on a tout ce qui va être basé sur la physique. Alors là, ça va être à partir des lois physiques et mathématiques. On va simuler le comportement de la machine, donc à partir d'un moteur, par exemple, moteur courant continu. Voilà, les équations électriques, mécaniques. Alors, ça demande une grande connaissance du système. Il faut tout simplement le simuler, donc connaître les lois qui le régissent. Ça peut être assez compliqué au niveau de la dégradation, ce qui va être notamment les phénomènes vibratoires. Ça peut être, c'est complexe tout simplement, long et complexe à mettre en œuvre. Il faut vraiment avoir un gros savoir-faire là-dedans, et c'est vraiment appliqué à une seule machine. Comme les lois physiques, elles dépendent du type de machine, etc. C'est difficilement applicable à d'autres types de machines. Et c'est assez lent, tout simplement, le diagnostic, le pronostic, ça va au niveau du temps de calcul. Il faut beaucoup de puissance. Après, tout dépend de la taille de ce qu'on simule,
Mais si on veut vraiment simuler une grosse chaîne de production, il faut quand même avoir une grosse puissance de calcul. Ensuite, il y a tout ce qui va être basé sur les données. Donc à partir des données issues des machines, tout simplement, donc vibration, ça peut être du son, ça peut être la température, ça peut être des courants, des grandeurs électriques, courants, tension. Grâce à ça, en fait, on va pouvoir connaître l'état de la machine, l'état actuel, l'état futur. Ça nécessite du coup peu de connaissances du système au final. C'est le modèle d'intelligence artificielle notamment qui va venir simuler le comportement. C'est plutôt long à mettre en place, notamment avec la collecte des données. C'est dans ce cadre-là que ma thèse s'inscrit. Ma thèse est plutôt sur les approches non supervisées et semi-supervisées, donc pour réduire ce temps de collecte de données. Et au niveau du temps de calcul, c'est plutôt rapide. On peut faire du temps réel assez facilement, et c'est quand même assez précis. Donc concrètement, l'intelligence artificielle, notamment le machine learning, plusieurs types d'apprentissage qui existent. L'idée c'est, on va lui rentrer des données, ainsi que pour l'apprentissage supervisé, on va lui rentrer des données et des labels. Donc les labels, ça peut être l'état actuel les états possibles de la machine. Ça peut être le temps de vie restant. Et à partir de ça, en fait, on va coller un modèle qui, à partir de cette entrée, nous prédise l'état actuel. Donc, comme on l'a vu, il faut quand même beaucoup de données avec les labels associés. Sinon, si on n'a pas de label, il y a tout ce qui va être apprentissage non supervisé. Donc là, en fait, on va plutôt être sur la relation des données en entrée, plutôt la reconnaissance de patterns ou du clustering. Donc on va prendre tous les échantillons, on va les mettre dans un paquet. Et après, avec ce paquet, en fait, on va du coup avoir un profil type. Et avec ça, on pourra faciliter la labellisation. Et sinon, il y a ce qui va être approche semi-supervisée. Alors ça va être avec très peu de données, voire de labels. On va construire un modèle qui va s'adapter, qui va peut-être, qui peut indiquer lorsqu'on s'éloigne du cas normal. Et sinon, il y a ce qui va être apprentissage par renforcement. Alors là, on a peut-être les images de Boston Dynamics avec le robot. Donc c'est un modèle qui aura des interactions avec son environnement et qui va, avec un procédé d'essai-erreur, s'adapter et du coup avoir une réponse optimale. Il y a aussi beaucoup ça dans les jeux vidéo, avec les jeux de Go, les jeux d'échecs. Donc l'apprentissage, comment ça se passe? On prend les données en entrée, en général on va les traiter, on va extraire des descripteurs qui vont permettre de faciliter la prédiction. On va entraîner le modèle et on va réitérer jusqu'à ce que le modèle ait les contraintes, ait les caractéristiques voulues en termes de fiabilité, de précision, de temps de calcul. Là, alors l'intelligence artificielle au sein de l'industrie 4.0, son utilité. Alors l'industrie 4.0, elle se base sur énormément de données, donc au niveau du data mining, de plus en plus de capteurs, de plus en plus de machines sont interconnectées via les réseaux. Ça crée énormément de données dans les infrastructures big data. Et ces données, les traiter de manière séquentielle, faire des statistiques avec, il faut énormément de puissance de calcul, c'est extrêmement long. C'est pour ça aussi que l'intelligence artificielle a tout son intérêt. On va pouvoir réduire les dimensions, donc on va réduire la quantité de données, que ce soit au niveau du stockage ou au niveau du réseau. On peut faire de l'encodage assez intelligent, avec des auto-encodeurs par exemple, réduire la bande passante tout simplement. On va faire la reconnaissance des patterns. Donc c'est des profils types pour, par exemple en médecine notamment, pour déterminer si en fonction des symptômes, la probabilité d'avoir telle ou telle maladie, mais aussi pour faire la publicité ciblée, hein, notamment. L'intelligence artificielle aussi, avec le transfer learning, on peut entraîner un modèle sur certains types de données et le réentraîner, le réadapter sur d'autres types de données. Il va pouvoir garder en fait sa pertinence. Ensuite, tout simplement sa capacité à apprendre à partir d'une base de données. Donc la prédiction, elle est très très précise, beaucoup plus que en général plus que ce qui va être modèle statistique, type modèle de Markov, etc.
on va être assez précis. On peut être au niveau des machines industrielles, on peut être au niveau du composant, tel roulement va casser. Au niveau de la vitesse de calcul, euh, aujourd'hui, on peut faire du temps réel en embarqué assez facilement, même avec des réseaux de neurones, des modèles de détection d'objets, par exemple, tout simplement comme YOLO V5, qui peut tourner sur téléphone. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Donc, si vous voulez plus d'informations, on est juste là, juste derrière. Voilà.